Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc ce soir, comme c'était annoncé, le commandant Yann Bizien va vous présenter une conférence donc, sur la défense des Français, peut-être bien garantie dans le temps et dans l'espace. Donc, alors le capitaine de frégate Yann Bizien est entré dans la Marine nationale comme matelot, après avoir effectué son service national au 159e régiment d'infanterie alpine à Briançon en 1982, il y a un peu plus de 40 ans. Il a servi, il a commencé dans les bataillons de marins-pompiers à Marseille avant d'être attaché à la base navale de Toulon pour éteindre les feux de forêt avec les pompiers, les sapeurs-pompiers du Var. Il a été aussi sur les bases navales de Nîmes, de Garon et de Cuers. Ensuite, il a été admissible au concours du corps technique et administratif de la marine, option droit public, et il a été admis à l'école militaire de la flotte en qualité d'officier spécialisé de la marine, branche relations publiques. Vous allez voir dans son parcours, il a eu plusieurs responsabilités dans les relations publiques. Donc après avoir été adjoint à l'officier de la relation publique de la préfecture maritime de la Méditerranée à Toulon de 1998 à 2000, il a servi sur plusieurs navires de Trident, notamment lors de la guerre au Kosovo. Il a été ensuite désigné aux Antilles auprès du général commandant supérieur pour servir en qualité d'officier communication des forces armées. Et il a participé à cette période-là à la lutte contre le narcotrafic. Ensuite, de 2002 à 2004, il a été affecté à Brest, donc il a un petit peu voyagé sur les 4 mers. Il a été adjoint à l'officier de communication régionale à la préfecture maritime de l'Atlantique. Il a participé notamment au traitement médiatique de la crise du pétrolier Prestige en 2002, ainsi qu'à la gestion du drame du chalutier des galets de Brest. Il a été promu lieutenant de vaisseau en 2003. Il a été affecté à l'interarmée à la mer. Il a servi en tant qu'officier de communication de force et d'aide de camp de l'amiral commandant la zone maritime de l'océan Indien. Encore une nouvelle mer qu'il a eu l'occasion de découvrir en 2004. Donc il a eu des déploiements en Afrique de l'Est, dans le golfe Arabo-Persique, en Inde, en Asie du Sud-Est, en Australie. Il a participé aux opérations de diplomatie navale, de soutien à l'industrie d'armement française, ainsi qu'aux opérations de lutte contre la piraterie et le terrorisme international. Il embarque ensuite sur le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc et il a participé à l'opération interarmée Bérix, qui était dans le cadre du tsunami qui avait eu lieu donc, en Asie du Sud-Est et qui avait fait plus de 220 000 morts. Donc il a participé à cette opération. Il a été ensuite officier de communication régionale et porte-parole à la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord à Cherbourg. C'est à ce moment-là qu'il a été rattaché au CROSS, le dispositif de sauvetage en mer. Et il a participé également au sommet des 60 ans de l'OTAN à Strasbourg, ainsi qu'aux cérémonies internationales pour le débarquement Normandie. À l'été 2009, il a reçu une affectation de cabinet du chef d'état-major de la marine à Paris. Donc, sous son autorité, il a travaillé avec les cabinets militaires des états-majors centraux, dont ceux de Matignon et d'Élysée. Il a été promu capitaine de corvette en octobre 2009, le 1er octobre. Il a été ensuite conseiller communication de l'amiral commandant la force maritime française Armatan durant l'opération au large de la Libye. C'était à l'époque de Sarkozy. C'est une opération de l'OTAN. Et enfin, ensuite, il a été porte-parole du préfet maritime de la Méditerranée, donc à l'été 2013, et du chef de service de communication de la marine. Il a été promu capitaine de frégate le 1er août 2015. Il a été nommé responsable du recrutement de la marine pour le secteur sud-est, c'est les départements plus la Corse, et il a été délégué au rayonnement et à l'image de la marine. Donc il a été inséré au sein de la gouvernance, du fonctionnement et de l'exploitation du port de Toulon, qui, vous le savez peut-être, la particularité, c'est que c'est le plus gros port militaire d'Europe et qu'il est dans une ville de taille moyenne, puisque c'est 26 000 agents militaires et civils qui opèrent dans la ville de Toulon 24 heures sur 24. Et donc il a été titulaire de la médaille d'or pour finir de la défense nationale, de la médaille commémorative française avec un graphe Afghanistan, Asie du Sud-Est et Libye, et de la médaille de l'OTAN. Et il a été fait chevalier de l'Ordre national du mérite en 2008. Il est par ailleurs, depuis quelque temps, conseiller d'opposition à Cuers. Voilà, mais là on touche au domaine politique, donc il ne va pas plus loin.
Et notamment, il a pu, lors de cette élection, être confronté à un problème de droit auquel il porte aujourd'hui un recours devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, donc pour réviser la loi. En fait, c'est une loi qui empêche le personnel de l'armée de voir des mandats d'élus municipaux. Sur les communes de plus de 9000 habitants. C'est ça, parce que jusqu'à 9000 habitants, on n'a pas, au-dessus de 9000 habitants, on n'a pas le droit. Mais c'est une question plutôt politique, puisque cette loi avait été faite pour écarter les militaires, pour éviter qu'ils fassent des coups d'État il y a de cela fort longtemps. Et aujourd'hui, ça ne se justifie plus d'après Yann Bizien. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Yann Bizien, et c'était une bonne conférence. Merci Yann. Merci donc David et merci Claude, qui est déjà ici, il est là, pour votre invitation. Je suis le localier ce soir parce que j'ai fréquenté le collège des Pins d'Alep à côté quand j'étais jeune, de la 6e à la 3e, ainsi que l'école primaire des 4 chemins du Monde. Je suis un enfant du quartier. Je remercie toute l'association L'Aiguillon. Je lui souhaite pour l'avenir son plus beau destin. Je lui souhaite de gagner des adhérents et puis je lui souhaite d'avoir une vie active comme ce soir avec tout un cycle de conférences. Et je sais qu'il y en a une très très bientôt, je crois, du côté de Marseille, me semble-t-il. Je vais vous donner cette conférence avec beaucoup de modestie, mais je vais vous la donner avec mes tripes et avec mes convictions. Je souhaite avoir ce soir, par rapport au sujet que nous allons développer, avoir une approche globale, politique évidemment, une approche financière, une approche sociale, une approche historique sur cette question, une approche démographique aussi. Je suppose que vous ne serez pas toujours d'accord avec moi, et tant mieux. Vous aurez la possibilité donc de poser des questions après ma démonstration. Je vous suis juste reconnaissant de garder vos questions pour la fin parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et je dois être tonique. Et pour tout vous dire, j'ai déjà déclenché mon chrono. Il faut que je tienne les délais. On en vient donc sur la question qui est posée ici. On l'a choisie en discutant très rapidement avec Claude et puis David il y a quelques semaines de ça. Sur les enjeux de notre sécurité et de notre défense. Pourquoi ? Parce que la guerre, elle nous ramène évidemment toujours à ses buts, aux besoins de prévoyance, aux besoins de vision, à la volonté politique, aux intérêts nationaux évidemment, aux alliances, à l'intelligence des situations, à l'économie réelle aussi, on le verra, à la résilience, au courage, à la bataille de la détermination, et ça je vous renvoie sur ce qui se passe à l'est de notre continent. Elle nous renvoie aussi sur ce qu'on pourrait qualifier la richesse des nations, c'est-à-dire la patrie, la cohésion, l'unité du peuple, l'esprit de défense, les forces morales. Emmanuel Macron en parle beaucoup en ce moment, on y reviendra sur cette question des forces morales. Elle nous renvoie la guerre donc, sur les capacités de production industrielle, sur les aptitudes à innover, à s'adapter, à se mobiliser, à faire la guerre ensemble, à soigner nos blessés aussi, puisqu'on a un médecin, ancien médecin des armées parmi nous ce soir. C'est très important, on le voit aussi sur le champ de bataille à l'est du continent. Et puis elle nous renvoie aussi à la nécessité de tenir un effort militaire dans l'espace et dans le temps. D'où la question. Voilà. Et dans notre conclusion, je vais m'attacher à répondre très précisément à cette question-là. Je vais m'attacher à ne pas faire de hors-sujet. Vous constaterez tout au long de cette conférence que la puissance, en réalité, est une somme de petites choses, mais aussi de grandes choses. Et je ne répondrai qu'à cette question en rendant, si possible, ma démonstration intelligible, avec un vocabulaire compréhensible par le plus grand nombre, car les solutions par rapport à la question posée sont complexes et pourraient évidemment être l'objet d'une autre conférence. Alors cette question est simple mais essentielle. Elle est essentielle parce que les armées n'ont jamais le droit de ne pas être au rendez-vous quand la situation l'exige. On ne choisit jamais son époque, mais on a le devoir de l'épouser au mieux.
On a le devoir de tout prévoir, et lorsque la guerre surgit, on ne fait jamais la guerre avec l'armée dont on rêve, on ne fait jamais la guerre avec l'armée qu'on n'a pas. Lorsque la guerre surgit, on fait la guerre avec l'armée qu'on a sur le moment. Alors sur le sommaire, j'avais abordé donc cette question de la part de la richesse nationale consacrée donc au budget des armées. Je vais remonter loin dans le temps, j'ai fait beaucoup de travaux de recherche pour cette conférence, parce qu'on est rentré quand même dans une période de l'histoire où on a tendance à avoir la mémoire courte, où on oublie beaucoup de choses. On se rappelle ce qui s'est passé il y a 1 an, mais on a complètement oublié ce qui s'est passé il y a 30 ans. Je vais revenir aussi donc sur la question, la décision plutôt de professionnaliser les armées et de suspendre le service national par Jacques Chirac en 1996. Je vais revenir sur une question centrale qui est celle de l'affaiblissement de l'État régalien et puis de l'État-nation. Je ne mâche pas mes mots, je vais parler du démantèlement de l'outil militaire pendant toutes ces années, en particulier sous la Ve République. Et cela pendant que le reste du monde est réarmé, en particulier en Asie du Sud-Est. Je vais poursuivre mon propos avec les conséquences du retour de la guerre entre États à l'est de notre continent, mais sans trop développer, en me concentrant sur la loi de programmation qui est en préparation, qui est une loi de programmation militaire de réarmement, de réparation. Je précise que cette conférence n'a pas pour objectif de développer les causes et les conséquences de la guerre en Ukraine, mais néanmoins, compte tenu du sujet abordé, je vais devoir l'approcher à un moment donné dans cette conférence. Voilà, diapositive suivante, David, merci. Donc on voit bien sur tout ce linéaire, depuis donc, les années 60 jusqu'au moment des attentats à Paris, donc en 2015, que la part de la richesse nationale consacrée au budget des armées n'a jamais cessé de diminuer. Vous voyez donc sur la gauche, elle était à 5,79% en 1960 et au moment des attentats de Paris, elle n'est plus qu'à 1,19%. Donc ce démantèlement est organisé méthodiquement sur plusieurs septennats et quinquennats. Il n'y a pas qu'un seul responsable, j'évoque une responsabilité politique collective. Je vais vous le démontrer donc, que sur ces 60 ans de naïveté française, de contraction budgétaire et donc de réduction des capacités militaires, de déflation des effectifs aussi, on a sans cesse baissé nos ambitions de défense. La France donc rédige en même temps plusieurs livres blancs et revues stratégiques. On le voit avec l'accélération un petit peu de l'histoire. On tire des enseignements en 1994 pour prendre en compte l'implosion du bloc soviétique. On tire des enseignements lorsque Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, mais avec du décalage par rapport aux attentats de septembre 2001 aux États-Unis. On tire des enseignements de la crise financière. Et on s'attache régulièrement à actualiser la pensée stratégique, la doctrine, et à préparer des lois de programmation militaire qui ne sont jamais respectées. Par rapport à ce linéaire, chers amis, je pourrais en juxtaposer d'autres sur toute la période, par exemple celle de l'explosion du chômage, au lendemain du premier choc pétrolier, le chômage de masse est apparu en France à partir de 1973. Je pourrais superposer la courbe de l'explosion de la dette, on y reviendra à un moment donné d'ailleurs, celle du choc de l'immigration, celle de la montée et de la flambée de la violence dans le pays. Mais en fait, le devoir d'un conférencier, c'est de démontrer et de convaincre. Et donc, je vais aller plus loin dans mon argumentation. Suivante, David, s'il te plaît. Donc, le 28 mai 1996, Jacques Chirac, qui est alors président de la République, prononce une allocution à la télévision sur cette décision de professionnaliser les armées et de suspendre le service militaire tel que nous, à notre âge, l'avons connu à l'époque, et de le remplacer par un rendez-vous obligatoire entre la nation et sa jeunesse,
ainsi que par le volontariat. Alors qu'est-ce qu'il dit Jacques Chirac sur une allocution qui ne dure que 3 minutes et quelques secondes à la télévision, qui est très synthétique et qui va à l'essentiel, là où Emmanuel Macron, pour la même chose, aurait pu chercher à retenir l'attention des Français pendant une vingtaine de minutes. Il ne veut pas de référendum, il préfère privilégier, alors pour des raisons constitutionnelles, il ne veut pas de référendum, il préfère privilégier un débat qui donne lieu à peu près 10 000 réunions dans l'ensemble du pays, des réunions au cours desquelles apparaissent des clivages partisans, puisque le service national a une histoire qui est intimement liée à l'état de la menace dans le pays et aux frontières du pays. Quand on se retrouve en temps de paix, eh bien, on a tendance à avoir une pensée hédoniste et puis à relâcher l'effort et puis à considérer que le service national, c'est-à-dire le citoyen en armes, n'a aucune utilité dans le pays. Puis quand reviennent les menaces, on a tendance à considérer bien que la jeunesse, elle doit servir à quelque chose et on a tendance à vouloir le réactiver. Donc je vais aborder cette question-là aujourd'hui. Le président Chirac, malgré tout, il prend sa décision contre l'avis d'un certain nombre d'officiers généraux, mais il estime à l'époque qu'il est en phase avec l'opinion publique, parce que le service national, à l'époque, devait être universel, il ne l'était plus. Les enfants nantis, les enfants de gens bien positionnés dans la société ne le faisaient quasiment plus. Donc il décide de le supprimer dès le 1er janvier 1997. Il cède donc à la place pour ce fameux rendez-vous entre la nation et la jeunesse. Le SNU, comme je vous le disais, est devenu très inégalitaire. La suspension du service national universel a quand même eu des conséquences sur notre société, je le pense, avec une espèce de déresponsabilisation citoyenne, l'affaissement de l'esprit de défense, du sens du devoir et puis du patriotisme, mais aussi, je pense, de la cohésion nationale. Moi, quand j'ai fait mon service militaire à Briançon, je sortais de chez moi. Nous n'avions pas la télévision à l'époque, pas la radio, pas Internet, on n'imaginait même pas Internet. La seule influence que nous recevions était à l'école, et puis c'était l'influence de la famille. Il n'y avait aucune autre influence extérieure donc, qui venait nous dicter notre conduite et notre comportement. C'est une grande question aujourd'hui parce que c'est avec les armées aussi, c'est avec la professionnalisation qu'au début des années 2000, les armées constatent qu'elles ont du mal à recruter et qu'elles doivent exister sur le marché du travail et qu'elles doivent communiquer. Et donc, elles doivent financer les campagnes de recrutement. Et vous le voyez sur tout le cycle de l'année. Ça débute par l'armée de terre. Les armées ont leur créneau réservé dans les médias sur les réseaux sociaux. C'est la marine qui enchaîne. Ensuite, c'est l'armée de l'air. Et elles doivent impérativement communiquer pour pouvoir recruter. Comment dire, c'est assez difficile pour une période assez difficile pour les armées. J'ai vécu cette période, comme certains d'entre vous, je pense évidemment, cette période de la professionnalisation. Je vais y revenir. Suivante, ce fameux rendez-vous avec la nation donc, prend la forme d'un enseignement de défense à l'école, d'une journée de défense et citoyenneté. Il ne s'agit pas, en réalité, il ne s'agit plus de préparer la jeunesse à la défense du pays, mais il s'agit pour elle de recevoir une information de défense et citoyenneté. Vous voyez, on change d'état d'esprit, on change de philosophie. Suivante. Alors, en arrivant au pouvoir, Emmanuel Macron, en 2017, cherche à mettre en place son modèle du service national universel. C'est celui dont on parle dans l'actualité ces derniers jours, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui repose sur le volontariat. Il est placé, il n'est pas du tout militarisé, il est placé sous la responsabilité de l'Éducation nationale. Il n'a qu'un but. J'ai participé à l'époque en 2017 et 2018 aux travaux à Paris donc, pour sa mise en place. Il n'a qu'un but, je pense impossible à atteindre aujourd'hui, dans une France désunie, saturée par une immigration massive, il faut le dire, incontrôlée et illégale. Il s'agit de prévenir la radicalisation, de sauver les banlieues du séparatisme, de favoriser le brassage républicain, ce que permettait à l'époque donc, le service national obligatoire,
de favoriser la mixité sociale, l'égalité, de réaffirmer le lien armée-nation, de stimuler l'esprit de défense, de favoriser l'engagement citoyen, de faire prendre conscience aux jeunes de leurs devoirs et à toutes les classes d'âge, de chercher à rétablir la cohésion nationale et d'aider la jeunesse à passer de l'adolescence vers l'âge adulte et en même temps de rendre évidemment les armées beaucoup plus attractives. Mais l'éducation nationale se heurte au problème de son coût, de sa montée en puissance, de sa gouvernance, de son encadrement. Emmanuel Macron fait le constat implicite que ça ne fonctionne pas. Sur une classe d'âge à 760 000 jeunes par an aujourd'hui, il n'y en a que 30 000 qui ont été admis donc, au modèle mis en place par Emmanuel Macron. Vous l'avez peut-être entendu en janvier quand il est venu à Toulon évoquer cette notion de force morale, de nécessité de développer les forces morales dans le pays. Et c'est la raison pour laquelle, depuis quelques jours, il y a une petite musique qui laisse entendre qu'Emmanuel Macron envisage de rendre le service national universel, tel que je viens de vous le présenter, obligatoire à partir de l'année prochaine, en le testant uniquement sur 6 départements, donc en 2024, dont le département du Var. C'est une grande question, cette notion d'obligation, qui peut interpeller beaucoup d'entre vous. Il y a évidemment des tas de jeunes bien éduqués, qui ont déjà cet esprit de défense qui se transmet dans la famille, qui peuvent y participer sans problème, comme ils participent aux préparations militaires, aux cadets de la défense, etc. Mais il y a une partie de la jeunesse en France qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout disposée à participer au service national universel tel que Emmanuel Macron l'envisage. Alors, oui, on est bien là. Donc ça, c'est la diapositive sur la professionnalisation. Je ne sais pas si vous vous rappelez la période Chirac, Balladur, Jospin, où chacun professait de l'optimisme sur l'Europe, espace de progrès, espace de paix, sur la nécessité même de tirer les dividendes de la paix. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Il y en a même qui écrivaient des livres sur la fin de l'histoire, c'est-à-dire le triomphe de la démocratie, après l'implosion du bloc soviétique. Les transformations radicales d'armées mixtes en armées professionnelles et expéditionnaires avaient vocation à les rendre plus agiles, plus réactives, moins coûteuses. Cette professionnalisation a été envisagée sur 3 lois de programmation militaire à l'époque, et la dernière loi de programmation militaire envisageait déjà la possibilité de réintégrer les structures militaires de l'OTAN que la France avait quittées à la demande du général de Gaulle en 1966, rappelez-vous. J'ai vécu cette transition d'une armée mixte vers une armée professionnelle. J'étais aux Antilles à l'époque. J'ai vu aux Antilles le dernier appelé du contingent. C'est une vraie révolution culturelle, professionnelle, structurelle, organique et fonctionnelle que nous avons vécue. La professionnalisation de Chirac a été dure pour les armées. Elle a conduit à la dissolution de 38 régiments. Il y en avait 11 qui étaient stationnés en Allemagne à l'époque, de 3 bases aériennes, de 4 hôpitaux des armées, de 13 bâtiments de combat pour la marine et sous-marins qui ont été retirés du service actif par anticipation. La marine, elle ferme Ourtin, par exemple, son plus grand centre d'incorporation. Et les armées, à cette époque-là, elles perdent 131 000 militaires. Alors, nos armées souffrent sous les cohabitations, elles souffrent des incohérences idéologiques, elles souffrent des alternances politiques, de la faillite et du manque d'ambition de défense des politiques. Et les rapports sur le moral à l'époque, le rapport sur le moral des militaires, disent ce moral au plus bas. Suivante. Pour cette conférence, donc, j'ai plongé dans les archives de la presse, je suis allé les chercher. Lorsque Sarkozy arrive au pouvoir, il avance 3 raisons pour justifier une nouvelle réforme des armées. La première, l'évolution des menaces. Ensuite, l'état difficile de nos finances publiques. Et enfin, la situation obsolète de nos armées. Pour lui, le monde a changé. Après la première guerre du Golfe, avec les attentats de septembre 2001, il considère que le monde est plus instable, plus changeant, plus imprévisible. Il voit la France, il voit des vulnérabilités sur le pays, et il considère que notre stratégie doit être réexaminée. Il exige la préparation d'un nouveau livre blanc. Il pense que la sécurité des Français est susceptible de se jouer au loin, au
large, mais aussi sur le pays. Donc il demande un livre blanc sur la défense et la sécurité intérieure à l'époque. Il considère qu'il est là de poursuivre indéfiniment des modèles d'armée hors d'atteinte. Il veut corriger les capacités militaires inadaptées qui datent de la guerre froide. Il veut modifier le soutien des armées pour le rendre moins coûteux, plus agile et moins lourd. Il veut surtout décharger les unités opérationnelles des questions de soutien. Alors il exclut de baisser la garde à l'époque, et vous allez voir que, en fait, Sarkozy, il tombe dans le piège de l'addition, et à l'époque, l'addition est très très lourde pour les armées. Il va réduire d'un tiers le nombre d'armes de la composante nucléaire aéroportée. Il va fermer 83 sites militaires, 33 seront déménagés d'une ville à l'autre, sur un total de 471 emprises militaires dans le pays. Il dissout 20 régiments et bataillons, 11 bases aériennes, 2 bases d'aéronautique navale, et au total, il y a 54 000 suppressions de postes civils et militaires qui sont supprimées juste en 2015, au moment des attentats, puisque la réforme de Sarkozy, elle produit encore des effets lorsque François Hollande arrive au pouvoir en 2012. Les gains attendus de sa réforme sont estimés à 2,3 milliards d'euros, et il met en place ce qu'on appelle les fameuses bases de défense, qui sont le chantier principal de sa modernisation des armées. Il veut rationaliser les soutiens, réduire le coût, il veut regrouper sous un seul commandement unique interarmé toutes les fonctions de soutien et d'administration dans une seule chaîne interarmée avec un commandant de base de défense, mais tout ceci entraîne une nouvelle fragilisation de l'outil militaire. Suivante. Alors, il cherche aussi à regrouper tous les états-majors à Paris, Nicolas Sarkozy, pour gagner encore des effectifs, à peu près 20% d'effectifs à Paris. Il veut optimiser le fonctionnement des états-majors à l'échelon central. Et la marine qui libère, je ne sais pas si vous le connaissez, rue Royale, le superbe hôtel de la marine qui faisait l'angle entre la rue Royale et les Tuileries, le Louvre, et la place de la Concorde. Et elle rejoint le fameux Pentagone à la française. Suivante. Alors, le service de santé des armées, qui est un pôle d'excellence de la médecine de guerre, avec ses expertises sur la médicalisation et la chirurgicalisation de l'avant, a des hôpitaux de campagne, ferme l'école de santé de Bordeaux, l'Institut de médecine tropicale du Pharo à Marseille, et le Val-de-Grâce en 2015, après, je crois, 391 ans d'histoire, si j'ai bien cherché. Le dispositif hospitalier au total est réduit de quasiment de moitié. Il passe de 5600 lits à 3200 lits. Il perd 1600 postes. Il lui manque aujourd'hui, si j'ai bien compris, bien cherché, plus de 165 médecins. Le service de santé des armées doit racler jusqu'à l'os à l'époque au prix de tous les sacrifices, alors qu'il est pourtant essentiel aux armées en temps de guerre. On le voit aujourd'hui, avec des guerres dures, meurtrières à l'est de notre continent. Et de nombreux départements français deviennent aujourd'hui des vrais déserts militaires. Les armées sont soumises à un régime de rigueur, elles se retrouvent tout le temps entre le marteau et l'enclume. Et nous avons l'obligation de créer des préparations militaires dans les départements où nous n'existons plus pour essayer d'avoir encore des racines et nous aider à recruter de la jeunesse, c'est-à-dire à rayonner, être présent là où il n'y a plus de militaires en activité. Et le but de tout ça, c'est évidemment de soutenir le recrutement. Alors, petites archives que j'ai retrouvées aussi dans la presse, avec les déclarations de 2 chefs d'état-major des armées. L'amiral Guillot considère à l'époque, il reconnaît des fragilités aux armées, donc ça fait la une des médias. Le général de Villiers, pour sa part, admet que les armées supportent 2/3 des déflations et suppressions des effectifs et postes de l'État, c'est énorme. Et des experts, on le voit ici, là, des experts évoquent même l'état de faillite de l'outil militaire suivante. Durant la réforme de Sarkozy, des officiers généraux des 3 armées expriment leur mécontentement dans une tribune, la fameuse tribune baptisée Surcouf, parue dans le Figaro le 19 juin 2008. Et ils expriment leur mécontentement sur la méthode Sarkozy et la découverte de son nouveau livre blanc. Et ils déplorent la sous-représentation des militaires compétents dans la mission conceptuelle de ces livres blancs.
Ils estiment que cela ne leur a pas permis d'effectuer un travail réaliste et considèrent qu'il y a une grosse dépense d'énergie intellectuelle à l'époque qui n'a abouti qu'à une réduction comptable du format des armées. Suivante. Les attentats djihadistes et islamistes à Paris frappent la France dès le début de l'année 2015, avec l'émergence en Europe du terrorisme de masse. Ils jettent l'effroi et la sidération dans tout l'Occident, rappelez-vous. Ils nous font prendre conscience, pour les réalistes, de la grande menace intérieure, diffuse, permanente, mondialisée, décentralisée, qui passe désormais comme une épée de Damoclès sur la tête des Français. Un terrorisme hyper violent qui nous oblige à une nouvelle remise en question. C'est une menace qui s'exerce partout, dans les gares, dans les aéroports, dans la rue, dans les supermarchés, sur les boulevards, dans nos lieux de culte, jusqu'au domicile privé des forces de l'ordre et jusque devant les écoles. C'est un terrorisme de masse qui peut aussi évoluer, se diluer jusque dans le voisinage des Français, qui peut être d'un côté lourdement armé, passer en mode low cost ou artisanal, et opportuniste, et terminé au couteau. Ce terrorisme de masse implique des groupes armés ou des individus isolés, fanatisés, qui ne sont pas nécessairement affiliés à une organisation terroriste. On évoque désormais, vous l'entendez régulièrement, la France coupe aux gorges. Et dans les mesures nombreuses décidées, le port de l'uniforme, à l'époque, je ne sais pas si vous en rappelez, l'uniforme militaire est interdit dans le pays, et dans les déplacements, donc en particulier les déplacements des militaires entre le domicile et le lieu de travail. C'est une décision qui vise à protéger les militaires, mais nous prenons ça pour un recul et une réelle défaite. Suivante. Avec de nombreuses années de relâchement, nous devons rehausser nos postures de vigilance. On avait tout relâché, y compris sur la surveillance donc des sites stratégiques. On avait tout relâché, on avait relâché nos postures. Il faut tout rehausser, tout durcir sur nos emprises militaires. Et on met en place un nouveau contrat opérationnel intérieur qui s'appelle Sentinelle. À l'époque, Sentinelle n'est pas un choix par défaut, mais un choix politique, délibéré. Il ne s'agit pas seulement de venir en appui des forces de sécurité intérieure, je sais qu'il y a des gendarmes et des policiers parmi nous. Il s'agit aussi de montrer que la France, par rapport au problème, peut répondre avec ses soldats. Le choix doit être visible, il faut pouvoir mettre du kaki à côté du bleu. Et sur cette période, il est également décidé, je vous en rappelais, de recruter davantage de réservistes et de conceptualiser ce qu'on appelle la fonction garde nationale. Suivante. Alors la France et l'Allemagne en 2015 sont face à leur plus grande vague migratoire de l'histoire. Notre taux de natalité diminue, l'immigration impacte toute notre société. Faute de solidarité strictement nationale, elle coûte très cher à la nation. Les immigrés s'imposent, imposent leur culture et leur mode de vie chez nous. La France se communautarise, elle se fracture. La violence explose, notre société s'ensauvage, nos tribunaux sont engorgés, nos prisons sont saturées, nos forces de sécurité intérieure sont à l'épreuve permanente et s'épuisent sous les attaques de commissariats. Le face-à-face n'est plus une théorie ni une fiction, il devient une évidence visible et concrète dans notre quotidien. L'Union européenne est un peu dépassée, ne défend plus ses frontières, ne protège plus ses peuples, multiculturalisée au forceps. Le cri d'alarme des Français surgit, je ne sais pas si vous en rappelez, dans les meetings politiques de la campagne de 2012, où vous entendez les Français crier « on est chez nous, on est chez nous ». Ils voient une menace politique, culturelle, démographique, identitaire, effective, que des politiques n'assument pas et que beaucoup de Français ne veulent pas voir. Ils voient aussi un risque civilisationnel, du temps long cette fois. Et l'Europe met en place une opération qui s'appelle Frontex, mais les marines européennes, qui ont été complètement démantelées, faute de moyens, peinent à se mobiliser et à être efficaces sur le front de cette lutte mal dirigée, mal coordonnée par Frontex. Les frontières de l'Union européenne restent des passoires. L'immigration est industrialisée à grande échelle, avec des trafiquants d'êtres humains qui restent impunis puisque nous n'arrivons pas à les arrêter. Et ils bénéficient de la complicité d'ONG humanistes et subventionnées qui leur garantissent des ponts migratoires entre le sud de la Méditerranée et puis les ports de l'Europe. Suivante. On voit bien avec le titre de cette diapositive que les alternances politiques s'enchaînent et les lois sur l'immigration se multiplient. L'immigration ne diminue jamais, elle augmente même lorsque
François Hollande arrive au pouvoir, vous voyez ici à partir de 2012. La délivrance des titres de séjour est estimée à plus de 320 000 en 2022, c'est-à-dire beaucoup plus que la ville de Nantes. Et cette immigration a des conséquences sur notre sécurité intérieure, mais aussi sur les ressources des armées. Je vais y revenir. Suivante. La cartographie des risques intérieurs s'alourdit sur le volcan en France et l'exécutif est conduit à légiférer avec l'absence de résultats que nous connaissons, car à côté du risque terroriste émergent des risques de séparatisme, d'une révolution, on entend beaucoup parler de révolution, de risque de guerre civile dans le pays, on a même entendu parler de Bush, ou d'une extension de la guerre sur notre continent. On me demande souvent quel est le scénario qui pourrait sortir du chapeau. Je ne le sais pas, je sais simplement que les tensions internes dans toute notre société sont très élevées, sous la pression de la baisse du pouvoir d'achat, du coût de l'énergie, de la violence endémique, inédite sous la Ve République, et puis des risques très élevés pour le pouvoir qui a équipé tout récemment la garde républicaine. Suivante. La résilience d'une société est une alchimie complexe. Nous ne pouvons pas aborder la question que j'évoque ce soir sans évoquer succinctement le problème de l'inversion de nos valeurs, de l'impact de la cancel culture, du wokisme, de la consommation de stupéfiants. C'est un sujet très d'actualité qui ne lâche plus les médias. Le problème du refoulement de l'autorité, qui est un sujet particulièrement traité par le général de Villiers en haut à gauche, donc qui tranche avec tout le reste des cellules de valeurs actuelles. Ceux de la déstructuration de la famille, l'effondrement du christianisme, du patriotisme, de l'esprit de défense, du niveau scolaire aussi, la montée des individualismes dans notre société, l'effacement du coût de l'effort, c'est important. Et donc, on a du mal à voir une nation enthousiaste, unie, soudée, créative, résiliente, forte et combative. Je peux comprendre donc dans ces considérations l'appel d'Emmanuel Macron force morale, parce que lui, il voit arriver un certain nombre de choses sans forcément les traduire dans sa communication, mais il est parfaitement éclairé sur la situation intérieure du pays et sur les menaces extérieures. La classe politique, malgré tout, n'a pas beaucoup de courage pour comprendre les signaux forts et les alertes qu'elle reçoit, qui sont pourtant très clairs, et elle peine à prendre les bonnes décisions pour remédier à cette espèce de déclassement français, d'inversion des valeurs. Des gens me disent que la France est devenue un Liban, un grand Liban ingouvernable. Suivante. Alors, je traite ce sujet aussi d'un point de vue de l'industrie française. Le pouvoir désindustrialise le pays petit à petit sous la pression européiste et mondialiste. Nous perdons la production des chars Leclerc en 2008, celle de FAMAS en 2016, qui est remplacée par le HK 416 allemand, et nous perdons aussi le fusil de tir de précision des forces spéciales, qu'on voit ici sur la droite, sur cette diapositive. En abandonnant nos capacités de production autonome d'armement et de munitions, avec les délocalisations, nos décideurs sacrifient notre souveraineté industrielle et nationale et fragilisent davantage nos armées. On passe d'une situation où l'État avait le monopole de ce type de production et détenait toutes les compétences associées, à une situation où il achète désormais sur étagère à l'étranger pour devenir dépendant d'autres industries. C'est une vraie tragédie que les Français ne voient pas tous, mais qui ne soulève pas beaucoup de fous non plus, et qui plonge dans des situations très difficiles, ceux qui perdent leurs emplois et les familles. Et petit à petit, sur toute cette période que j'ai évoquée avec ma première diapositive, on voit que notre classe politique organise notre déclassement, y compris militaire. Suivante. Les porte-avions sont au cœur de la stratégie de projection de puissance contre terre et de la maîtrise des espaces maritimes. Les États-Unis en ont 11 en ligne aujourd'hui, contre 3 pour la Chine et 2 pour la Grande-Bretagne. L'Inde dispose de son porte-avions et aspire à avoir 4 porte-avions au total pour augmenter sa puissance autour de l'océan Indien. Pourtant, nous n'avons plus qu'un seul porte-avions depuis plus de 20 ans. La marine ne peut plus maintenir une capacité aéronavale disponible en permanence parce que lorsque le char de vol est immobilisé pour des besoins évidents de maintenance industrielle, eh bien cela prive l'autorité politique d'un outil militaire majeur de projection de puissance. Il n'est pas question aujourd'hui pour l'exécutif de sortir d'un chantier un frère jumeau au Charles de Gaulle. La France baisse les bras, une fois de plus, elle renonce à consolider sa puissance maritime alors qu'elle a
le deuxième espace maritime mondial derrière les États-Unis. Elle renonce à soutenir l'effort que cela implique en termes de coût d'acquisition, mais aussi de possession. Un porte-avions, ça coûte cher à industrialiser et ça coûte cher à entretenir. Mais l'enjeu de ces questions dépasse la marine. Cet enjeu est avant tout politique. L'idée d'en avoir un second a longtemps été reportée, rappelez-vous, par Jacques Chirac. Et puis c'est une idée qui a été négligée, sacrifiée sur le thème de la petite cuisine politique, sur le manque de volonté, sur notre endettement, sur l'état des finances publiques, et puis sur des dépenses orientées vers d'autres préoccupations. La France vulnérable s'est même passée, tenez-vous bien, de son seul porte-avions durant 2 ans, en 2017 et 2018, lorsqu'il a été immobilisé au bassin Golan, pour chasser toutes ces obsolescences et lui redonner 10 ans de potentiel militaire. La seule réflexion en cours est le remplacement du porte-avions Charles de Gaulle en 2038. Le futur porte-avions devrait être plus long, plus volumineux. Il devrait passer de 42 000 tonnes à 75 000 tonnes. Le choix d'une propulsion nucléaire semble a priori gravé dans le marbre. Il n'y a encore absolument rien de décidé. Suivante. Autre signe fort de fragilisation des armées, le 17 juillet 2017, peu après l'élection d'Emmanuel Macron, et dans une ambiance explosive, je ne sais pas si vous voyez le regard d'Emmanuel Macron en haut à gauche et puis celui du général de Villiers, c'est la redescente des Champs-Élysées à bord du Command-Car le 14 juillet 2017. Vous voyez l'ambiance qu'il y a entre les deux, ambiance explosive. Le général de Villiers considère qu'il n'y a plus d'alignement entre nos besoins de défense, le niveau du budget, le dimensionnement des moyens, l'état de la menace et les missions des armées. Il a été humilié la veille par le tout nouveau président de la République qui prononce un petit discours devant un parterre de militaires et d'experts défense. Et donc il décide de démissionner brutalement de ses fonctions de SEMA. Ça a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde, parce qu'il faut savoir qu'un SEMA, ça fait beaucoup de relations internationales et que c'est connu dans le monde entier, et qu'il avait également une excellente réputation en interne, le général de Villiers. Il agit en homme d'honneur face à un président de la République, je vous ai dit que je mettais mes clips sur la table, un président de la République orgueilleux et inexpérimenté, qui par ses décisions budgétaires affaiblit l'État. Il est reproché au général, tenez-vous bien, d'avoir fait part honnêtement de ses inquiétudes sur l'état des armées devant la représentation nationale, sur l'état du budget. Les militaires découvrent dans cette affaire l'autoritarisme indécent du nouveau président, et cette affaire ouvre un fossé avec les armées. On découvre que le jeune président, voulant jouir sans entrave d'un pouvoir constitutionnel, est quand même capable d'humilier le numéro 1 français. Et s'altère évidemment la confiance entre le pouvoir et puis les hommes. Dans cette affaire, Emmanuel Macron fait très vite l'unanimité contre lui. Alors la suivante, pas inintéressante parce que j'aime bien contextualiser. Vous voyez ici en 2015 un changement de l'état de l'opinion. Quand le général de Villiers démissionne en 2017, ça fait déjà 2 ans que les Français réclament une augmentation du budget de la défense. Cette diapositive, chers amis, elle est emblématique de l'état de déconnexion qu'il y a entre l'élite politique du pays et les aspirations du peuple ou les inquiétudes du peuple. C'est pour ça que je tenais à vous la présenter. Suivante. Pas inintéressante celle-là aussi. Rappelez-vous, il y a un peu plus d'1 an. Les Américains déballent tout le renseignement qu'ils ont. Il suivait évidemment l'évolution des troupes russes sur le territoire russe et aux frontières de l'Ukraine. Et ils déballent volontairement tout leur renseignement, les Américains, pour essayer de déboussoler Vladimir Poutine et puis essayer de l'empêcher d'envahir l'Ukraine. Parce que les Américains avaient la certitude que Vladimir Poutine avait décidé de violer les frontières de l'Ukraine. Et bien là, rappelez-vous, nous, on se posait la question de savoir à l'époque si c'était du lard ou du cochon, pardonnez-moi l'expression, et on n'y croyait pas. La majorité de la classe politique en France, rappelez-vous, ne croyait pas à l'invasion de l'Ukraine par les armées russes. Et nous, on a failli. Nos services de renseignement ont failli. Ça a conduit à la démission du directeur, enfin, du patron du renseignement français. On a besoin aujourd'hui d'un renseignement autonome et fiabilisé.
on a failli dans la connaissance et dans l'anticipation de cette intervention militaire, on s'est trompé dans notre analyse, et notre échec, lorsqu'il y a eu cet échec-là, il faut savoir que la DRM était déjà en train de se réorganiser parce que la DRM, la Direction du renseignement militaire, doit surmonter aujourd'hui quelque chose que vous pouvez deviner et qu'ils appellent le mur de la donnée. Le mur de la donnée, c'est la hausse exponentielle des informations recueillies par l'ensemble de nos capteurs humains, électroniques, satellitaires, etc., qui font qu'on reçoit énormément d'informations et que la difficulté, c'est d'élaborer le renseignement, de le rendre intelligible, de prioriser un certain nombre de choses. Et donc le renseignement est un domaine infini aujourd'hui, dans un monde où tout peut se savoir, où tout peut s'écouter, un monde qui n'est plus qu'un village. Et donc il faut revoir les priorités, savoir utiliser les algorithmes et l'intelligence artificielle, trouver la bonne aiguille dans la bonne botte de foin au bon moment, au bon endroit, pour être en mesure de renseigner non seulement le chef d'état-major des armées, mais aussi le président de la République. Il y a quelque chose de très intéressant dans notre organisation militaire, c'est la boucle très courte qu'il y a entre le chef d'état-major des armées et le président de la République. Rappelez-vous, quand Macron arrive au pouvoir en 2017, on ne s'appelle plus le ministère de la Défense, on s'appelle le ministère des Armées. Et savez-vous pourquoi? Emmanuel Macron, vous avez vu, il met en place l'hyper-présidentialisation et il ne voulait pas, à l'époque, il ne voulait pas que le ministre des Armées prenne trop de place et trop d'envergure, et il voulait faire du ministre des Armées un ministre simplement organique, c'est-à-dire un ministre qui s'occupe du bon fonctionnement quotidien des armées, mais qui ne soit pas en mesure de conduire la guerre. La conduite de la guerre dans notre pays, c'est une affaire qui intéresse deux personnes, le chef d'état-major des armées et le président de la République. Et ça, c'est De Gaulle qui l'a voulu dans l'esprit de la Constitution. On a une deuxième boucle courte que j'ai très bien connue, qui est celle qui existe entre le préfet maritime et le Premier ministre pour tout ce qui concerne le sauvetage en mer, la lutte contre les pollutions, etc. Retenez une seule chose de tout ça, c'est que ces boucles courtes, c'est le produit de l'histoire de France, et ce sont des boucles qui nous permettent de gagner de l'efficacité, de la réactivité opérationnelle, et d'aller, quand tout va mal, d'aller droit au but. Suivante. Alors, oui, la guerre en Ukraine, elle a réveillé un certain nombre de choses. Elle a réveillé la classe politique, elle a contraint les états-majors à réviser toute leur grammaire stratégique et militaire. Les leçons sont multiples, ça va du rôle des chats à celui des drones. Le conflit met à l'épreuve tous les stocks d'armes de tous les pays occidentaux qui ont décidé d'apporter leur soutien à l'Ukraine. L'armée française, qui vivait sous la pénurie institutionnalisée depuis des années, eh bien, découvre que ces stocks qui étaient une véritable variable d'ajustement budgétaire, que ces stocks sont insuffisants pour pouvoir tenir un effort militaire dans la durée. Elles n'ont pas assez de munitions, que ce soit les obus, les missiles ou les torpilles, et elles considèrent que nous ne sommes plus en mesure de tenir un effort militaire de haute intensité avec cette dégradation globale des stocks, et ça devient intenable eu égard au contexte stratégique actuel. Suivante. Alors, elle est intéressante, celle-là, et je vais m'arrêter 2 secondes sur celle-là. Ça, c'est le budget total de l'OTAN. Vous voyez ici, au moment de l'implosion du bloc soviétique, il est à peine de plus de 300 milliards de dollars, et au moment de la violation des frontières de l'Ukraine par la Russie, il est passé à 325 milliards de dollars. Je me suis permis de mettre quelques petites bulles avec des numéros sur cette courbe, que j'appelle la courbe de l'inconstance budgétaire de la plupart des pays membres de l'OTAN. C'est celle de la psychologie du court terme, et je m'explique. Pour notre défense, on ne voit pas plus loin que l'immédiat ou que l'horizon. Quand on la regarde attentivement, cette courbe, on se rend compte à un moment donné de l'inéluctabilité de la guerre en Ukraine. 91-98, vous voyez la pente ici, là. C'est une pente où donc on diminue l'effort de défense, chute importante des dépenses, pour l'Europe et le Canada. C'est la période de la fin des menaces soviétiques à nos frontières, c'est la période des dividendes de la paix, on le voit très bien, de l'hédonisme européen, de l'angélisme béat et du progrès.
Les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis ne modifient pas la donne chez nous. Les ambitions de défense, d'un point de vue budgétaire, n'évoluent pas beaucoup. La crise financière de 2008 non plus, vous voyez, encore elle accentue encore la pente, et conduit une nouvelle chute des budgets, et attentat de 2015, et addiction à la Crimée, ici, on voit que les budgets des pays membres de l'OTAN remontent de façon significative, brutale même, avec une prise de conscience qui semble sérieuse de la part des nations, des pays membres de l'OTAN. Ce graphique, je l'ai extrait d'un rapport de l'OTAN, il nous démontre que le retour de la guerre entre deux États à l'est de notre continent, finalement, ne constituait pas une surprise. Dans tous les documents de doctrine, il était évoqué, ce n'était pas une surprise stratégique, en tout cas pour les gens éclairés. Suivante. Très vite là-dessus, on voit en haut la part très importante des États-Unis dans le financement de l'outil, le politico-militaire. Les États-Unis financent l'OTAN pour 69%. La part des pays de l'Union européenne est négligeable. Suivante. Alors, je m'arrête sur cette diapositive un instant. J'ai eu la chance et l'honneur de connaître Hubert Védrine, qui donne des conférences un peu partout, y compris dans les grandes écoles militaires. Donc j'ai eu l'occasion de l'écouter et de déjeuner avec lui à l'école navale, quand j'étais à l'école militaire de la flotte en 97-98. Il nous renvoie, je vous dis, parler de la mémoire courte tout à l'heure, mémoire courte des Français, mais aussi des politiques. Il nous renvoie au sommet de Budapest en 2008. Chaque année, l'OTAN fait sa grande messe et son grand sommet. Moi, j'ai participé à l'organisation du sommet de 60 ans de l'OTAN à Strasbourg. C'est énorme. Ça dure une semaine. Et vous avez un centre média qui accueille 2500 journalistes, qui est activé 24 heures sur 24, parce que les pays de l'OTAN couvrent tous les faisceaux de la planète. Et donc, il fallait que ce centre média soit ouvert toute la journée et toute la nuit. Il nous rappelle que la pire décision de l'Occident a été celle de l'OTAN en 2008, lorsqu'à Bucarest, l'Alliance proclame que l'Ukraine et la Géorgie avaient vocation à adhérer à l'OTAN. L'OTAN, vous le voyez ici, continue à s'étendre à l'est, repousse le rideau de fer que vous avez connu à l'époque du côté de Berlin, vers les frontières russes pour endiguer la Fédération de Russie, agite le chiffon rouge d'une adhésion de l'Ukraine. Cette perspective pouvait potentiellement faire entrer la Crimée et Sébastopol dans l'OTAN. J'insiste sur ça, c'est la ligne rouge qui est franchie par l'OTAN et qui devient insupportable pour Vladimir Poutine. Et là, eh bien, il apporte des réponses militaires. La première en Géorgie, rappelez-vous Sarkozy qui part en plein mois d'août en 2008 en Géorgie pour essayer de stopper la guerre, donc, puisque ça tire là-bas. Ensuite, il annexe la Crimée au printemps 2014, et puis il voit que rien ne change, et il décide donc son opération spéciale sur l'Ukraine le 24 février dernier. J'ai juste un sentiment personnel, je vous disais que je faisais cette conférence avec mépris, c'est que l'OTAN, en voulant œuvrer à la stabilité du continent européen, a finalement généré des inquiétudes, de la peur, et je vais même plus loin, de la haine parmi les Russes. Et la réponse de Vladimir Poutine, c'est une réponse pour moi à l'expansionnisme de l'OTAN à l'Est. Suivante, les dépenses mondiales explosent sur la période. Elles n'explosent pas sur le continent européen, mais surtout en Asie du Sud-Est. Le seuil de 2000 milliards de dollars pour l'ensemble des dépenses de défense sur la planète est franchi donc en 2021. Le nerf de la puissance, ça reste donc l'argent, le nerf de la domination, c'est l'argent. L'Asie réarme en permanence pendant que l'Union européenne désarme. Suivante. En 2023, cette année, donc, les États-Unis, on le voit ici, vont dépenser 800 milliards de dollars pour leur seule défense. Suivante. La Chine n'est plus seulement une puissance continentale, elle est devenue aussi une puissance maritime en plein essor. Elle sort de ses chantiers 80 bâtiments de combat tous les 4 ans, c'est-à-dire l'équivalent de la marine française. La vitesse d'augmentation de sa flotte inédite dans l'histoire, elle a 66 sous-marins aujourd'hui, elle vient de mettre à l'eau son 3e porte-avions, et elle vient
de dépasser, on le voit ici, là, juste après 2016, elle vient de dépasser les États-Unis en nombre de bâtiments. Alors, ce n'est pas de la marine chinoise, une marine plus puissante que la marine américaine, parce que les Américains ils conservent une flotte avec des gros bâtiments, des frégates fortement armées, et donc la marine américaine elle reste quand même au-dessus du lot, mais ce qui obsède les États-Unis, c'est cette vitesse de rattrapage de la Chine par rapport à la flotte américaine. Et je précise que la Chine n'a pas du tout l'expérience de la guerre des États-Unis, puisque les États-Unis, la politique des États-Unis, c'est je fais la guerre. 30 ans de guerre des États-Unis. Suivante, le réarmement naval et militaire nazi et l'explosion du budget de défense des États-Unis ne modifient toujours pas les choix français d'une petite marine complète. La montée des ambitions chinoises en mer de Chine et le développement de ses capacités de projection est un des facteurs de modernisation de toutes les flottes du sud-est asiatique. Moi, j'ai été l'aide de camp d'un amiral qui faisait beaucoup de relations internationales autour de l'océan Indien. J'ai eu la chance inouïe de faire 38 pays en 11 mois et demi, un pays par semaine en gros, avec un arrêt important en Afrique du Sud et puis à Singapour et à Dubaï. Mais il nous est arrivé, par exemple, de retrouver les états-majors en Thaïlande. La première question du chef d'état-major de la marine thaïlandaise à l'amiral que j'accompagnais, c'était: amiral, est-ce que vous n'avez pas un ou des sous-marins d'occasion à nous vendre? Il y a en Asie du Sud-Est, en mer de Chine en tout cas, un tiers du commerce américain, c'est à peu près 1200 milliards de dollars qui passent chaque année en mer de Chine méridionale. Et il y a dans le monde aujourd'hui plus de 400 sous-marins dont la plupart sont en service dans cette zone. Suivante. La défense devient beaucoup plus coûteuse en ressources, en moyens, en technologie. Elle s'exprime aujourd'hui dans 7 milieux de conflictualité: la terre, la mer, l'air, le cyber, l'informationnel. L'informationnel, on est en plein dedans, hein. On a de la propagande partout, hein. De tous les côtés on a de la propagande. Dans le domaine électromagnétique, mais aussi dans l'espace. À côté de la course aux missiles hypersoniques et hypervéloces dont vous entendez parler là en ce moment, nous voyons aussi la confrontation des grandes puissances dans l'espace extra-atmosphérique en voie de militarisation. C'est un nouveau champ de bataille. Notre satellite Syracuse, par exemple, a été approché, butiné par, on le dit, par un satellite russe. Vous avez vu ce qui s'est passé tout récemment dans l'espace américain avec les fameux ballons chinois. Il faut savoir que la guerre peut se jouer jusqu'à 36 000 km au-dessus de nos têtes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en moyenne, chacun d'entre vous, quand vous utilisez votre téléphone portable, Internet, etc., chacun d'entre nous utilise en moyenne 47 satellites aujourd'hui, dans la journée. C'est énorme. Suivante. Alors les partisans sur la période, toujours une plus grande intégration européenne, ne croient pas du tout dans le souverainisme, ne croient pas dans la force des États-nations, ni dans... Merci Claude. Ils ne croient pas dans des armées nationales puissantes. Ils croient en revanche dans le parapluie de l'OTAN et ils croient dans le soft power de l'Union européenne avec ses priorités économiques et sociétales. Suivante. Emmanuel Macron, lui aussi, désarme la diplomatie française. Je ne sais pas si vous avez suivi le sujet l'année dernière. Il supprime le corps diplomatique, faisant disparaître la diplomatie de métier que j'ai connue, que j'ai eu l'honneur de connaître, parce que j'ai rencontré tous les ambassadeurs de France autour de l'océan Indien pendant un an. J'ai la chance de connaître toutes les ambassades de France des 38 pays qui bordent l'océan Indien, et les bouts de table en tant qu'aide de camp des résidences de France. Il diminue ses moyens, il réduit ses effectifs de 30%, alors que les missions des affaires étrangères ont augmenté de façon significative avec l'intensification de la compétition et des rivalités dans le monde, l'inflammabilité des relations internationales, nos capacités d'influence et de rayonnement et de négociation s'effondrent. Avec la fragilisation de nos 160 ambassades, nous avions un des plus grands réseaux d'ambassades au monde avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, pour des raisons historiques évidentes. Le sentiment anti-France se développe un peu partout, y compris en Afrique. Hein. Vous voyez, le président de la République, aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, essaie de réparer les dégâts sur le continent africain. On finit par basculer quasiment dans l'anonymat, parce qu'il faut regarder la France de loin. On sort de notre territoire et on la regarde
de l'autre côté de la planète, on regarde ce qui se passe chez nous, quelles sont les décisions prises par la classe politique. Et un des enseignements de l'affaissement de notre diplomatie, rappelez-vous, c'est l'échec de notre capacité à vendre les 12 sous-marins à l'Australie. On a été dépassé, débordé par les États-Unis et trahi par nos amis britanniques. Suivante. Cette diapo est intéressante parce que le chef d'état-major des armées, lorsqu'il prend ses fonctions, il réfléchit beaucoup. J'ai eu l'honneur de travailler avec lui d'ailleurs quand j'étais sur le porte-avions pendant la guerre en Libye. J'étais sur le théâtre et lui, il était le conseiller communication du SEMA à l'époque et on se parlait à peu près 1 heure par jour. Puisque moi, je recevais les journalistes sur le porte-avions et c'est lui qui me les envoyait. Donc le général Thierry Burkhardt, quand il arrive à l'état-major des armées, il réfléchit, il fait réfléchir à son état-major et il élabore un nouveau concept doctrinal. Il le présente aux parlementaires, j'ai relu tout récemment donc, son audition, et devant les membres de la commission des forces armées à l'Assemblée nationale. Il est convaincu qu'il faut pouvoir gagner la guerre avant la guerre. Et il explique sa nouvelle grille de lecture stratégique en disant qu'elle repose sur le triptyque compétition, contestation, affrontement. Avec tout le respect que je lui dois, j'y vois une évidence cruelle. Nous n'avons pas su gagner la guerre avant la guerre en Ukraine, c'est un fait, on n'y est pas parvenu, parce que l'OTAN a été trop loin dans sa provocation géopolitique de la Russie, et nous n'avons pas su vendre, par exemple, nos 12 sous-marins en Australie, ni conquérir les cœurs et les esprits en Afrique, au Mali et au Burkina. Partout nous reculons, sur notre territoire, jusqu'en Afrique, la France déclassée n'est plus du tout la France. Suivante. Le budget des armées françaises sera pour la 6e année consécutive, malgré tout, une augmentation en 2023. Depuis 2017, année de la démission du général de Villiers, la nouvelle trajectoire budgétaire a permis de faire passer les crédits des armées de 32 milliards d'euros à peu près à 44 milliards d'euros. Dès la démission du général de Villiers, ça sert à quelque chose de démissionner, chers amis. Eh bien, Emmanuel Macron prend conscience finalement de l'hyperfragilisation des armées et il décide de stopper l'érosion de nos capacités militaires. Suivante. J'aborde cette question du recrutement des armées sous le prisme des responsabilités que j'ai eues pendant 2 ans sur toute la région PACA et sur les 2 départements de Corse, avec plusieurs CIRFA, centres d'information de recrutement des forces armées, sur l'ensemble de ces départements, parce qu'elle me paraît nécessaire. Il faut savoir que les armées elles recrutent en flux permanent. On a besoin d'avoir une pyramide des âges qui plafonne à 30 ans, parce qu'on fait la guerre avec des jeunes. Il n'y a que l'encadrement qui vieillit, qui gagne de la maturité, de l'expérience, et on a besoin de cette osmose entre la jeunesse et puis un encadrement expérimenté. Donc on recrute en flux, en permanence, en flux. Et donc on a besoin constant de jeunesse, et en particulier pour rehausser l'effort de défense. Mais après plusieurs décennies de contraction des effectifs, alors qu'on doit s'adapter aux enjeux, pour être prêt dans tous les champs possibles d'affrontement que j'ai évoqués à l'instant, eh bien, il nous faut pouvoir recruter, fidéliser de la jeunesse bien formée, bien qualifiée, bien encadrée, bien commandée, endurante. Le problème, c'est que nous avons beaucoup d'attrition, c'est-à-dire l'attrition, c'est le jeune candidat qui est admis à rentrer dans les armées et qui, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, trouve que c'est trop dur et il ne reste pas. L'attrition est énorme, elle est énorme dans l'armée militaire, elle existe aussi dans la marine et dans l'armée de l'air. J'aborde cette question-là parce qu'il faut savoir que le vivier des jeunes qui s'intéressent au métier du régalien, c'est-à-dire au métier de la douane, des affaires maritimes, des 3 armées, de la gendarmerie, de la police, etc., ce vivier des jeunes ne cesse de se réduire dans le pays parce qu'on a une chute de la natalité et toutes les administrations exercent leur droit de tirage sur ce vivier. Et comme nous, on est en train d'intensifier notre recrutement, on est en train de diminuer le seuil qualitatif, mais on a d'infinies difficultés à recruter en qualité et en quantité et conserver les compétences dont nous avons besoin. Et cet assèchement du vivier de la jeunesse disponible pour les armées est une vraie préoccupation pour les chefs, une véritable préoccupation pour les chefs. Le ministère des Armées compte 270 000 personnes aujourd'hui, contre plus de 600
270 000 avant l'implosion du bloc soviétique, chers amis, dont 208 000 militaires, 63 000 agents civils. La défense recrute 29 700 personnes en 2023, dont 5 600 agents civils, 16 000 jeunes pour l'armée de terre, 4 300 pour la marine et 4 000 pour l'armée de l'air. Suivante. J'ai presque terminé. Je termine sur cette diapo parce que la dette est un vrai nœud coulant qui fragilise la France. On voit sur la droite en haut le pic de dette à 3 000 milliards d'euros, on vient de le franchir. La dette, elle serre la gorge du pouvoir, elle diminue ses marges de manœuvre, elle entame notre crédibilité et notre statut de puissance. Et il y a des fragilités imparables dans la société française qui contraignent évidemment l'outil de défense quand la guerre nécessite une mobilisation totale des ressources. On le voit pour l'Ukraine et pour la Russie, il faut mobiliser toutes les ressources de la nation quand il y a la guerre. Le premier, c'est l'inefficacité de la dépense publique et puis la forte dégradation des comptes publics, avec ce record historique de dette. La deuxième fragilité, c'est notre industrie, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui est fragilisée, qui ne peut plus répondre à toutes les demandes, jusqu'à nos besoins en électricité, on l'a vu. Et l'électricité, quand on fait la guerre, c'est très important. Ensuite, le marché du travail, avec le chômage de masse, et puis d'énormes difficultés, à recruter des compétences, ça touche tous les secteurs d'activité. On a du mal à faire rencontrer l'offre avec la demande. La chute ensuite de notre compétitivité avec les baisses des gains de productivité. Et puis surtout, j'insiste sur ça, sur l'État social. 34% de la richesse nationale qui est consacrée donc à l'État social. Et l'État social dévore l'État régalien et fait reculer évidemment l'État-nation. Voilà, j'en ai terminé. Donc suivante. Je suis presque dans les délais. Je suis sur la conclusion. Je dois vous répondre à la question posée tout à l'heure. Est-ce que notre défense est bien garantie dans l'espace et dans le temps? Je prends une précaution oratoire, chers amis, avant de vous donner ma réponse. J'estime, moi, compte tenu de mon vécu, de tout ce que j'ai vu, que la valeur opérationnelle des armées françaises est bien réelle, que nous avons un encadrement militaire de qualité, que nos armées sont toujours capables de projeter de la puissance et des forces, qu'elles sont toujours capables d'entrer en premier sur un théâtre d'opération, un théâtre hostile, qu'elles sont toujours capables de fédérer des partenaires, de commander un corps d'armée, qu'elles sont toujours capables d'agir dans tous les milieux et dans tous les champs de conflictualité, parce que ça a été une obsession de nos chefs pendant les réformes. Il fallait comprimer, contracter les armées, mais il fallait en même temps faire tous les efforts nécessaires pour ne pas perdre du savoir-faire et pour ne pas perdre des compétences. On sait utiliser de la très haute technologie, on sait mettre en œuvre de l'armement rustique, on est capable d'infiltrer des forces spéciales sur des théâtres durs, on est capable de prendre la tête d'une petite coalition multinationale pour des courtes opérations, et on est capable de prendre des positions ennemies. Ça, c'est mon postulat. Mais je vous répondrai à la question. Non, notre défense n'est pas garantie, ni dans le temps, ni dans l'espace. Pourquoi ? Nous savions que la guerre entre États pouvait revenir sur notre continent. Nous savons qu'à la guerre, une nation doit produire le meilleur d'elle-même. Je suis venu vous dire ce soir que nous redécouvrons tout ce que nous savions. Et tout ce que notre classe politique a négligé sur cette longue période que je vous ai présentée sur ma première diapositive tout à l'heure, une période de 60 ans, chers amis. 60 ans. À côté de cette valeur opérationnelle bien réelle de nos armées, dans tout le spectre militaire, on redécouvre tous les problèmes de la soutenabilité de l'effort de guerre. La soutenabilité de l'effort de guerre. Et vous le voyez en Ukraine, vous le voyez en Russie. Tous les problèmes aussi de l'engagement militaire dans une guerre de très haute intensité où on rencontre beaucoup d'adversité, beaucoup de détermination. On découvre qu'on peut très vite se retrouver dépourvu, démuni face à la multiplication des menaces et un adversaire riche en munitions et déterminé. On peut se retrouver dépourvu face à son inventivité, face à la diversification de ses modes d'action. On redécouvre toutes les vertus d'une industrie d'armement souveraine, autonome, complète, diversifiée, innovante et capable d'encaisser le choc d'un engagement total. On redécouvre tout l'intérêt des stocks stratégiques de carburant et de munitions.
On redécouvre que nous pouvons être faibles face à des attaques saturantes. On redécouvre qu'il nous faut améliorer nos capacités de veille spatiale et lointaine, autonomes. Et on redécouvre qu'il nous faut des dispositifs de détection précoce pour anticiper les menaces et mieux alerter la population. On redécouvre comme en Ukraine que la supériorité aérienne n'est jamais définitivement acquise et que partout elle peut être contestée, en particulier par des systèmes de défense solaire, courte, moyenne et longue portée. On redécouvre qu'il faut améliorer nos attitudes à priver l'adversaire de sa supériorité aérienne. On redécouvre que nous avons besoin d'une défense solaire de territoire multicouche, suffisante et efficace pour garantir la protection de tout le sol national. On redécouvre qu'il nous faut améliorer et optimiser tous nos contrats opérationnels de sauvegarde terrestre, maritime et aérienne. On redécouvre que nous devons améliorer nos capacités de détection de missiles pouvant provenir de zones grises, en particulier du sud de la Méditerranée ou du Moyen-Orient, Proche-Orient. On redécouvre le besoin d'une protection antiaérienne de l'Europe. On redécouvre notre déficit capacitaire persistant et préoccupant sur la défense solaire. Le défi posé sur l'attitude à intercepter et à détruire la menace posée par les missiles hypervéloces. On redécouvre, et on le savait, l'efficacité tactique des petits vecteurs coûteux, le défi de la menace furtive des drones suicides et kamikazes insensibles au bouillage. Ça fait des ravages, ça, dans la guerre en Ukraine. On redécouvre qu'il nous faut améliorer nos capacités de lutte anti-drone. On redécouvre que nous ne fabriquons plus de chars et qu'on ne fabrique plus d'armes de petit calibre. Saint-Étienne, c'est terminé. On redécouvre qu'on n'a plus qu'un seul porte-avions. On découvre qu'il nous faut améliorer nos capacités offensives et préserver notre liberté de manœuvre. On découvre tous les avantages d'un service de santé pour traiter un nombre très élevé de blessés de guerre. On redécouvre les impératifs du décloisonnement entre les armées. On redécouvre que nous ne sommes pas du tout dans notre zone de confort, qu'il y a en France un manque cruel d'épaisseur capacitaire, des négligences sur les systèmes à forte valeur ajoutée opérationnelle, un problème grave sur la masse humaine, c'est le sujet dans l'armée de terre aujourd'hui, et il se dit que l'armée de terre ne serait pas gagnante dans la loi de programmation qui va être votée d'ici l'été. On redécouvre que la France a commencé à perdre sa souveraineté en 1992, rappelez-vous. On redécouvre tout en définitivement. Depuis 50 ans, on redécouvre tout ce que nos officiers généraux avaient dit, que le génie français avait dit, que les politiques n'ont jamais suivi, compris, entendu, écouté. On redécouvre que notre défense n'est pas garantie dans l'espace et dans le temps, et je viens de le démontrer, que notre pays tout seul ne peut plus être autonome, qu'il a besoin d'agir en coalition, et qu'il est en difficulté lorsque l'histoire se dresse devant lui. Nous ne sommes pas donc, notre défense n'est pas garantie dans le temps et dans l'espace, parce qu'on est dépourvu et démuni après cette grande parenthèse que j'ai évoquée tout à l'heure, cette parenthèse des dividendes de la paix, cette parenthèse hédoniste. On redécouvre que la France, quand elle est endettée en faillite, qu'elle dépense très très mal son argent public depuis trop longtemps, que la sécurité et la défense des Français n'est plus une priorité pour le pouvoir, qui pioche allègrement depuis 60 ans dans le budget de la défense. On découvre que Bercy est un ogre à l'égard du ministère des Armées, un ogre permanent. On redécouvre que tous les coups de rabot, toutes les contributions à l'effort de redressement des comptes publics, de désindustrialisation, de délocalisation, de maquillage, de balkanisation de notre outil militaire, eh bien, on redécouvre qu'on ne refait pas du jour au lendemain des armées fortes et puissantes. Ça va très très vite de déconstruire un outil militaire, de défaire un modèle, mais c'est très compliqué, très difficile de pouvoir le remettre en place. Je vais conclure en vous disant que nous ne sommes pas, donc, la défense n'est pas garantie dans l'espace et dans le temps. Quelques chiffres. En 91, entre 91 et 2021, notre pays est passé de 1349 chars lourds à 222, de 686 avions de combat à 254, de 37 bâtiments de surface à 19, en perdant la permanence du groupe aéronaval. On découvre que la marine française n'a jamais été aussi petite aujourd'hui que depuis 1945. Que l'armée de l'air ne dispose plus que de 195 avions de chasse, soit 3 fois moins qu'il y a 30 ans. Voilà, et on n'est pas prêt parce que les rapports de force ne s'évaluent pas uniquement sur la technologie militaire disponible, elles s'évaluent aussi sur la masse, sur la qualité des hommes et des femmes qui rentrent au sein du ministère.
On redécouvre que nos armées étaient en surchauffe, étaient déjà en dépassement de leur contrat opérationnel. Voilà. Et on redécouvre que cette inadéquation permanente entre le budget, les ambitions, les missions et les moyens est une constante sur cette période de 60 ans. Je dis un dernier mot, on est face à une conjonction des périls sur la France, que le pouvoir ne veut pas voir, ni traiter, que nos armées ne peuvent pas tenir ni la durée ni l'intensité d'une guerre pour faire face à la fois à la dangerosité du monde et la dangerosité du quotidien. Voilà, chers amis, j'avais terminé. Je vous remercie.